Merci, bonsoir à tout le monde. On va voir si vous m'entendez là, vous me dites si je dois parler plus fort. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de partager un petit peu une partie de notre travail au sein de Temana ou Temoana. Donc c'est une association qui est plus dédiée à la protection, à la conservation du milieu marin et spécialement des tortues marines. L'idée des tortues marines, c'est qu'en 2004, donc je suis vétérinaire de formation, je suis arrivé ici en 93, mais en 2004, j'ai été contacté par la direction de l'environnement parce qu'ils avaient un besoin un peu particulier. Ce n'était pas forcément un besoin en tant que vétérinaire pour soigner une tortue, mais plus en tant que centre de réhabilitation sur une longue période, puisque une tortue qui est trouvée malade, à l'époque du coup, les gens contactaient la direction de l'environnement, la tortue était envoyée dans un cabinet vétérinaire, souvent à Tahiti, et les gens ne savaient plus trop comment faire après le diagnostic parce qu'elles ont besoin d'une phase de réhabilitation très longue, et notamment dans un milieu aquatique, marin, et c'est pas très simple pour les cliniques vétérinaires de Tahiti. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé la création de ce centre de soins. J'ai pu le faire à l'Intercontinental ici de Moorea avec le partenariat du propriétaire, donc c'était vraiment très intéressant pour nous parce qu'il nous a suffi de limiter une zone. Puis après, petit à petit, les actions se sont mises en place et à la fin de cette année, de 2004, j'ai décidé de créer une association pour structurer un peu ces actions. Donc on l'a fait un peu à l'envers, on a commencé par recevoir une tortue qui venait de Bora d'ailleurs, puis deux, puis trois, puis finalement c'est comme ça qu'on a démarré. Donc là, je ne vais pas vous parler du tout du centre de soins ni des actions en globalité de l'association Temana ou Temoana, mais d'un point très particulier et assez précis qui est la reproduction des tortues vertes en Polynésie française. Alors pour resituer un petit peu le cadre, et c'est vraiment important, je vais en reparler après, mais les tortues sont des espèces protégées ici en Polynésie française. Elles font partie du Code de l'environnement avec différentes protections. La tortue verte dont on va parler, elle est en catégorie B, donc elle est vraiment protégée. Et on peut faire toutes ces actions de conservation et de recherche qu'avec les autorisations administratives de la direction de l'environnement. Donc j'ai moi-même, en plus de mes diplômes donc de biologiste et de vétérinaire, suivi une formation de référent auprès de la DIREN qui leur a permis de valider un petit peu les connaissances et les compétences que l'on doit avoir pour être sur le terrain. Et après, ils nous demandent ces compétences, de les transmettre aux gens qui travaillent avec nous, bien sûr. Je sais qu'ils ont l'intention de refaire des formations, la dernière était il y a assez longtemps, pour que tout ce qu'on peut faire sur le terrain puisse être fait d'une manière homogène et que tout le monde travaille de la même manière et qu'on collecte les mêmes informations. Voilà, donc je vais vous parler de ce sujet en particulier. Pourquoi on a démarré cette thématique? Ce n'était pas du tout prévu au départ, on était plus ce centre de soins. C'était plus par curiosité où les gens nous disaient mais il y a quand même des tortues qui pondent mais on ne sait pas trop où. Et en allant régulièrement sur l'atoll de Tetiaroa à l'époque, donc en 2007, c'est une période où il n'y avait plus rien sur l'atoll, donc l'hôtel Tetiaroa Village de Marlon Brando avait fermé en février 2004 et il n'y avait plus que Théotou, son fils, qui vivait là-bas. Et j'ai eu l'occasion d'y aller à diverses reprises et on voyait des traces et en discutant avec les gens, ils nous disaient non, il n'y a plus de tortues là-bas. Et en fait, en regardant bien, il y en avait, puis il y en avait plus que ce qu'on imaginait, donc on a trouvé que c'était un sujet intéressant. Voilà, donc pour aller assez vite, parce que j'ai plein de petites vidéos pour que ça soit assez interactif, globalement, mondialement, il y a 7 espèces de tortues marines. C'est pas très compliqué, des tortues d'eau douce et des tortues terrestres, il y en a énormément, ça monte à plus de 300. Tortues marines, il n'y en a que 7. Avec une particularité de cette tortue ici qui est la tortue lutte qui elle n'a pas d'écailles. C'est une tortue qui a un dos un petit peu comme du cuir qui est assez souple et donc qui est facile à reconnaître. Et puis après il y a 6 espèces de tortues que vous voyez ici. Il n'y en a vraiment que 2 qu'on voit régulièrement ici, l'Emeriquet et la Verte, je vais vous en parler après. La tortue Kawan et la tortue olivate, on les a vues de temps en temps mais très rarement. Et les 2 tortues ici on ne les verra jamais, elles sont plutôt atlantiques ou australiennes. Parmi ces espèces, l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature, crée des listes qui permettent de positionner différentes espèces dans les catégories par rapport aux menaces mondiales. Donc il y a des listes UICN mondiales et des listes UICN régionales. Au niveau mondial, il y a 2 tortues qui sont en danger critique d'extinction. C'est la tortue imbriquée, dont on va parler vite fait, et la tortue de Kemp, qui n'est pas ici. C'est intéressant parce qu'en Polynésie, quand vous connaissez un petit peu comment ça se passe au niveau des tortues, on a l'impression que c'est plutôt la tortue verte qui est menacée ici, notamment du fait du braconnage qui est quand même encore assez présent. Mais mondialement, c'est vraiment les tortues imbriquées qui sont le plus menacées et c'est surtout parce qu'elles ont été traditionnellement chassées pour leurs écailles. Donc en Polynésie française, il y en a 5, on en voit principalement 2. La tortue verte dont je vais parler ce soir et les tortues imbriquées. Donc la tortue verte, là j'ai mis une belle photo de Nicolas Griot, d'ailleurs c'est une photo, je ne sais pas si ça marche. Qui a été prise devant le Club Med, on voit de plus en plus de tortues. Ce sont des tortues subadultes, on pense qu'elles ne sont pas encore capables de se reproduire, ces tortues-là. Mais on espère qu'elles vont rester assez longtemps pour se reproduire, peut-être à Moorea, on ne sait pas encore.
Voilà, elles font une taille d'un mètre, je crois qu'on va pas, d'un mètre à 1,20 m à peu près. On a mis 100 à 150 kg, on a eu l'occasion d'en peser 2 à Tetiaroa, elles faisaient 120 kg, donc on n'a pas des tortues énormes. Quand elles sont adultes, elles mangent plutôt des algues, elles sont plutôt herbivores. Et ce sont des tortues qui ont un cycle de vie assez particulier puisqu'elles ne passent pas toute leur vie ici dans nos eaux en Polynésie. Vous allez voir après ce que l'on a fait comme recherche. Et pour vous présenter un petit peu la tortue imbriquée, qui est l'autre tortue, donc elle est vraiment différente, je vais vous expliquer après. Sa particularité à cette tortue, c'est que non seulement elle est plus menacée à l'échelle mondiale, mais en plus on ne sait pas du tout où elle pond en Polynésie française. On a une suspicion, enfin on a eu des observations sur l'atoll de Reao dans l'est des Tuamotu, mais que là. Et donc c'est vraiment important pour nous aussi, en tant qu'association, de transmettre des messages et que vous tous, si un jour vous passez sur une plage et vous voyez des traces de tortues, donc après avoir vu ça, vous allez être sûr de pouvoir les reconnaître. Mais c'est très facile de reconnaître une trace d'une tortue verte et une trace d'une tortue imbriquée. Par contre, peut-être qu'il y en a, mais les gens ne savent pas. Et donc on n'a pas cette information. Donc en Polynésie, elles sont quand même menacées malgré tout et on ne sait pas où elles naissent, donc on ne peut pas protéger ces sites de ponte. Et donc il y a vraiment un biais dans leur cycle de reproduction qu'il faut qu'on arrive à éviter. Donc pour les reconnaître, il y a différentes particularités. Il y a bien sûr les écailles, la forme de la dossière et les écailles. La tortue imbriquée, les écailles sont posées les unes sur les autres et la tortue verte, elles sont jointes un petit peu comme un carrelage. Il y a le bec bien sûr. Alors le bec de la tortue imbriquée est très pointu parce qu'elle va aller piocher des algues et des éponges au milieu des coraux. Et la tortue verte a un bec plus arrondi. Et puis après, quelque chose qui est assez facile à voir, c'est quand on a la possibilité de voir la tête ou de voir la photo d'une tortue. Parce que si par exemple vous en voyez une et vous nous appelez et vous avez un peu de mal à reconnaître, une photo de la tête nous permet de voir que la tortue imbriquée ici elle a 4 écailles et ici elle n'en a que 2. Donc avec juste une photo on le voit, c'est assez facile. Donc quand on a commencé en 2007 sur l'atoll de Tetiaroa, il a fallu qu'on ait des autorisations de la direction de l'environnement qui nous les a données la première année et qui nous soutient de temps en temps. Alors ça dépend des années, ça dépend des programmes. Là on va arriver en phase de 3 ans de programmes assez intensifs soutenus par la direction de l'environnement et également par la fondation Albert II de Monaco qui nous finance un programme plus en lien avec le réchauffement climatique. Je vais en parler un petit peu après. Alors c'était intéressant quand j'ai eu l'occasion d'aller, j'ai été invitée pour essayer d'aider la famille de Marlon Brando à trier un peu dans les archives après son décès et on s'est rendu compte qu'il s'était déjà beaucoup impliqué sur son atoll au niveau des tortues marines. Alors à l'époque il n'y avait pas d'autorisation, elles n'étaient pas forcément protégées, elles ne sont que depuis les années 90 ici. Mais quand il trouvait des nids de tortues et qu'il voyait les petites, il les élevait, donc il les mettait dans des bacs comme ça. Il leur accrochait des petits morceaux de bellitier pour les nourrir et puis après il les mettait dans des grands bacs, dans des grands parcs en fait naturels sur l'atoll et il les gardait assez grandes et puis après il les relâchait. Donc j'avais trouvé ça quand même assez intéressant. Après quand on a commencé en 2007, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien en fait, il y avait un hôtel à l'abandon. Donc on allait camper dans les vieux bungalows du Tetiaroa Village. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont déjà allés, peut-être, non? Personne? Si toi? Ah bon? Bon, c'est un hôtel super intéressant et bon, à la fin quand il a fermé, bien sûr il n'était pas en état, mais bon, on allait quand même camper là-bas. On n'avait pas de téléphone, on devait prendre des téléphones satellites et voilà, c'était assez compliqué. Et puis après en 2014 a ouvert l'hôtel Brando avec un centre de recherche qui s'appelle Tetiaroa Society et là qui nous permet d'avoir des conditions d'accueil plutôt bonnes. Alors même si tout ce que l'on fait sur les motos éloignées c'est en camping, mais on a quand même une logistique beaucoup plus facile sur place. Alors on va aborder le cycle de vie des tortues vertes en Polynésie française, donc c'est plus par rapport à ce cycle de vie là sur lequel je vais insister et je donnerai quelques chiffres que l'on collecte pendant nos suivis, sachant qu'on est en train de finir nos rapports scientifiques et qu'on les divulguera après une fois qu'on aura collecté tout ça. Alors ça c'est le cycle de vie des tortues marines en général, c'est un cycle de vie qui est assez compliqué. Parfois quand on en parle aux gens, ils pensent que la tortue elle est venue pondre et puis c'est fini. En fait c'est très compliqué, à la fois par rapport à l'âge de maturité, à la fréquence de ponte et à l'intervalle interponte. Donc, pour essayer de comprendre, on a ici par exemple une zone de reproduction. Donc, on va dire que la Polynésie française, c'est une zone de reproduction où les mâles et les femelles vont se retrouver. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent là toute leur vie. Ils viennent ici pour se retrouver, mais chez nous, on a prouvé que quand ils ne sont pas ici pour se reproduire ou s'accoupler, ils sont plutôt dans les eaux fidjiennes. Ils sont plutôt à l'ouest d'ici, vraiment loin, à 3 000 à 4 000 km. Donc, ils font une longue migration pour venir ici s'accoupler. Les mâles, quand ils ont fini, ils repartent et les femelles, elles pondent. Mais ils ne vivent pas ici toute l'année. Ensuite, quand la femelle s'est accouplée avec plusieurs mâles, elle va stocker le sperme de ces différents mâles dans une spermathèque et tous les 15 jours, alors entre 12 et 13 à Tetiaroa, mais elle va être prête à aller sur la plage pour pondre entre 60 et 120 œufs. Et ça, elle peut faire plusieurs fois de suite. Donc une saison de ponte, c'est une succession à la fois d'accouplement avec plusieurs mâles et de plusieurs nids, toujours espacés à peu près du même intervalle, en général sur la même plage ou pas très loin.
et ça peut aller jusqu'à 10. Donc en fait, c'est quand même assez important parce que 10 nids d'une centaine d'œufs, ça fait quand même beaucoup. Ensuite, l'incubation va durer à peu près 2 mois. Les petites, quand elles vont naître, elles vont avoir une phase pélagique, c'est-à-dire elles vont partir dans les océans. Pendant 5 à 20 ans, elles ne seront plus en Polynésie, on pense. Et puis elles vont revenir quand elles seront matures, à partir de l'âge de 20 ans et pas avant. Les femelles, quand elles ont terminé, elles vont repartir sur les zones d'alimentation. Ce n'est pas forcément les mêmes zones où se trouvent les mâles d'ailleurs. Donc ça, pour le savoir, on est obligé de faire des suivis satellitaires. On en a fait quelques-uns et la direction de l'environnement est en train de remettre en place des programmes. C'est vraiment intéressant. C'est dommage pour l'instant que ces petites balises ne soient pas encore assez miniatures pour suivre les petites à l'éclosion, à l'émergence. Mais on peut suivre des juvéniles. Voilà. Et le cycle de vie se reproduit comme ça régulièrement. Donc ça, c'est pour toutes les tortues marines. Alors, c'est très intéressant quand on discute avec des pêcheurs, notamment avec des braconniers, parce que les gens parfois attestent qu'ils braconnent les tortues. Quand on leur demande, mais vous pêchez souvent des mâles? Très souvent, moi, la réponse que j'ai eue de ces gens qui en ont pêché, enfin on le sait, ils nous disent on ne sait pas comment on reconnaît mâles et femelles. Et ça, ce n'est pas une réponse très satisfaisante, c'est un peu surprenant. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, un mâle, ça a une queue qui est pratiquement comme un bras, qui dépasse de la carapace quand ils sont adultes. Donc si la personne ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, c'est qu'il a pêché un individu qui n'est pas encore mature, puisque quand ils ne sont pas matures, les mâles, ils ont une queue qui ne dépasse pas de leur carapace, ou bien c'est qu'ils pêchent des femelles. Et donc, on se demande s'il y a un déséquilibre du sexe ratio mâle et femelle. Il faut savoir aussi que ce n'est pas toute l'année, donc c'est pendant les phases d'accouplement. En ce moment, il y en a quand même beaucoup puisqu'on est en plein début de saison de ponte. Donc l'accouplement, en gros, ça se passe comme ça. Donc ça, c'est juste pour vous montrer des photos. Je vais essayer de mettre une petite vidéo. Donc comme je vous ai dit, c'est en général près des côtes. Donc là, en ce moment, on en voit. Et c'est assez intéressant de voir que les mâles, ils ont des griffes sur les nageoires antérieures et postérieures, mais ce n'est pas pour rien puisqu'ils vont s'en servir. Alors, pour s'accrocher à la femelle. Et donc ça, c'est une petite vidéo qui a été faite la semaine dernière par des collègues qui sont sur Tetiaroa, qui travaillent avec nous dans notre programme. Et vous allez voir qu'ils ont été très près de ce couple. Ils pensaient ce couple en phase d'accouplement, qui était très curieux, qui restait à côté d'eux. C'était très surprenant. Et regardez là, ils vont se séparer et au final, c'est 2 mâles. Les 2 avaient une queue. Super intéressant quand même. Donc je vous la mets parce qu'on n'a jamais eu d'aussi belle vidéo d'accouplement en fait. C'était la semaine dernière. Et après vous allez voir ce film. Alors je vais vous le mettre, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais c'est un film intéressant qui vous montre qu'au final on ne connaît pas grand chose de ces espèces. Par contre ce que l'on sait c'est que parfois les braconniers ou les gens qui veulent pêcher des tortues pour les consommer, ils vont pêcher une femelle et ça va attirer tous les mâles environnants. Donc vous voyez là il y a un couple, bon là c'est une vraie femelle et là c'est un vrai mâle. Vous voyez qu'il est quand même bien déterminé, que ses griffes l'aident avant et arrière pour s'accrocher à la femelle. Et vous allez voir après, ce n'est pas fini. En fait, ça fait un attroupement. Il y a tous ces mâles et tous ces femelles. Et il y a beaucoup de mâles d'ailleurs. Et donc, les phases d'accouplement, elles durent assez longtemps. Et c'est assez facile, malheureusement, pour elles d'être attrapées par les braconniers. Alors, il y a de l'agression, bien sûr, elles se mordent, enfin, comme dans toutes les interactions sexuelles. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il faut qu'ils remontent à la surface pour respirer. Et parfois, ça peut durer des heures. Après la vidéo, je ne vais pas laisser jusqu'au bout, mais voilà, il y en a énormément. Ça, ce n'est pas en Polynésie. Mais c'est intéressant à voir que ça se passe comme ça. Alors, intéressant quand même, la ponte, c'est un phénomène qui est assez fascinant. Quand on le voit pour la première fois, on est assez surpris. Parce que ce sont des animaux un peu comme des dinosaures, qui n'ont pas l'air d'être très raffinés. Et finalement, quand on voit une femelle énorme qui fait 120 kg, qui pond en pleine nuit, qui est déshydratée, qui a l'air épuisée, on se dit c'est quand même super bien fait, leur anatomie et leur manière de choisir leur zone de ponte. Donc déjà, je vais vous montrer après, il faut qu'elle arrive à choisir l'endroit où elle va pondre. Elle va monter sur une plage. En général, c'est la plage là où elle est née. Alors, il faut qu'on arrive à le prouver. Ça a été prouvé par endroits, mais nous, à Tetiaroa, on ne l'a pas encore fait. Parfois, notamment à Tetiaroa, là où on travaille, vous allez avoir une immense plage de sable. Mais la plage de sable est juste magnifique. On se dit, là, j'ai envie de pondre, je vais aller là. Et à côté, il y a un énorme platier avec des morceaux de rochers, de cailloux, etc., qui n'est pas du tout accueillant. Et elles vont souvent choisir ce lieu-là, c'est assez intéressant. Ensuite, elles vont se positionner, une fois qu'elles ont décidé que c'était là l'endroit, elles vont se positionner, elles vont déblayer toute la zone avec leur nageoire antérieure. Donc là, elles balancent beaucoup de sable dans tous les sens pour bien dégager. Ça prend beaucoup de temps. Puis elle va creuser avec ses nageoires postérieures d'une manière très délicate un nid qui va avoir, c'est comme une cuvette, qui va avoir la largeur d'une palette. Une palette, c'est une nageoire postérieure, puisque c'est avec ça qu'elle va creuser, et qui peut aller jusqu'à 50-60 cm de profondeur. Puis les œufs vont tomber, vous allez voir mes vidéos, sans se casser, ça ne fait pas d'omelette. Alors ça aussi, c'est assez magique quand on le voit. Parce qu'au début, le premier œuf, il tombe au fond de la cuvette. La cuvette, elle a 60 cm. Et tu vois 2-3 œufs, boum, boum, ils tombent, et tu regardes,
pas cassés. Parfois, c'est comme les balles de ping-pong, quand vous écrasez un peu, ça fait une petite encoche, mais ils ne se cassent pas. Bon, ils sont recouverts d'un mucus qui les protège. Puis après, elle va reboucher. C'est presque pour moi le moment le plus magique. Quand elle va reboucher, déjà c'est dur, ça a duré longtemps, une demi-heure, 3/4 d'heure, elle va remettre du sable avec ses nageoires postérieures. Puis après, elle va mettre les nageoires postérieures un peu sur la tranche et elle va taper le sable pour lui donner une densité parfaite pour l'incubation des œufs. Ça, c'est assez magique. Et puis après ça, pour que les prédateurs ne la trouvent pas, donc c'est la stratégie de camouflage, elle va continuer à brouiller la zone avec ses nageoires antérieures en balançant du sang partout et en avançant. Donc même nous, quand je veux dire expert mais en souriant, c'est que ça nous arrivait de chercher des œufs pendant des heures et des heures. On sait qu'il y a un nid, on n'arrive pas à le trouver. Parce qu'elles sont tellement fortes pour brouiller les pistes, alors parfois elles vont avancer un peu en tournant, le nid il est là, on pense qu'il est là. Enfin, on s'est pris des moments où on se dit c'est pas possible et elles sont super fortes et ça c'est pour éviter les prédateurs. La saison ici c'est plutôt entre octobre et mars, donc ça commence, là sur Tétiaroa on a une dizaine de pontes, pas beaucoup. Et voilà, et ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est qu'une femelle ne vient pas pondre tous les ans. On pense que c'est tous les 2 à 5 ans maintenant. Et entre-temps, elles sont sur Fidji. Alors là, je vais essayer de mettre ma série de vidéos. Donc là, c'est quand elle creuse. Voilà, donc elle s'est positionnée, elle a tout dégagé. Là, c'est filmé à l'arrière. On ne filme jamais l'avant pour ne pas les perturber avec nos lumières. Donc, j'aurai jamais de film d'une tortue qui monte. C'est toujours la nuit pour ne pas les éblouir. Par contre, quand on se positionne derrière pour filmer, il n'y a pas de souci. Et vous voyez donc les nageoires, elle fait un coup à gauche, un coup à droite, par alternance vraiment très régulière. Là, elle fait une pause, elle se repose un peu parce qu'elle est épuisée. Puis elle va remettre sa nageoire comme une palette pour vraiment prendre du sable et le poser plus ou moins délicatement sur le côté. Et ça peut durer presque 3/4 d'heure. Alors là, je vous ai mis cette vidéo. Vous voyez comme elle retourne de ce côté, puis après elle met l'autre. Vous voyez comme elle la tourne pour aller prendre le sable et faire le tour. Il y a des endroits où elles vont pondre au milieu de débris coralliens qui sont énormes, qui sont gros comme un pamplemousse. Et elles font ça pareil avec ces débris coralliens. Donc ça leur prend plus de temps. Par contre, vous imaginez après que les petites, quand elles naissent là-dedans, c'est pas tout simple. Vous allez voir après, c'est pas facile pour elles. Alors je fais ça, ça marche. Donc là, ça va être le moment où les derniers œufs vont tomber. Donc vous allez voir, ils tombent les uns sur les autres. Donc là, vous voyez le cloaque de la femelle qui est ici en haut. Voilà. Donc tous ces œufs sont déjà tombés, vous voyez, il y a des racines, etc. On voit des fourmis, enfin bon, parfois il y a déjà de la prédation dès la ponte d'ailleurs, ce sont des animaux qui sont là. Et vous allez voir, les œufs, ils tombent par petits groupes, des fois c'est 2, des fois c'est 3. Et il y a un mucus, voilà, on le voit ici, qui les protège et qui évite un petit peu sans doute que ces œufs se cassent. Ça bug un peu, peut-être c'est un peu lourd. Bon. Voilà, donc au maximum, on a dû avoir des nids les plus importants qui atteignent une 130 œufs à peu près. Mais en général, c'est une centaine. Là, ça va être la phase où elle va commencer à reboucher. Alors là, vous allez voir, il y a un fil dans cette vidéo. C'est un petit thermomètre qu'on met au milieu des œufs pour faire un suivi de la température d'incubation. Donc le fil, ce n'est pas un déchet, hein, on n'a pas laissé un déchet, voilà, il est là. Ça nous permet de repérer le thermomètre après. Et vous voyez, là, elle est en train de repousser du sable sur ce nid. Pour bien le protéger des prédateurs. Et puis ensuite, donc là c'est une autre femelle à un autre moment, mais c'est 2 jours, donc c'était plus intéressant à filmer. Là elle a fini, ses œufs ils sont recouverts à l'arrière de son corps vers ses nageoires postérieures. Et là ce qu'elle fait, c'est qu'elle balance du sable, je me suis trompée, elle balance du sable derrière elle pour essayer de camoufler la zone où elle a pondu. Vous voyez d'ailleurs on avait mis une bague sur la nageoire gauche là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au final, quand on ne sait pas, on voit toute cette zone qui a été déblayée. Alors, il y a tous les buissons de Naupata, etc. autour, elles arrachent tout sur leur passage. Et quand on arrive, on voit tout ça, ça fait plusieurs creux. Puis il y a un endroit, il y a un creux. On se dit, bon, ben, les œufs, ils sont là. Ben, en fait, les œufs, ils sont sous une butte. Donc, quand on ne le sait pas, on ne cherche jamais au bon endroit. Mais c'est vraiment à la fin, enfin voilà, c'est un système de camouflage super intéressant. Et là, c'est la phase où elle va redescendre, donc elle a fini. Donc là, c'est pareil, c'est des images de jour. Parfois, ça leur prend entre 4 et 5 heures. Et le jour se lève, donc là, c'est tôt le matin, ça va être 5-6 heures du matin. Vous voyez qu'elle est déshydratée, elle est épuisée. Comme la plupart de ces animaux qui vivent dans la mer, ils ont des glandes à sel assez importantes pour excréter le sel. Donc, elles ont ce mucus qui coule des yeux. Et voilà. Et donc, quand on les voit comme ça, on se rend compte que ce ne sont quand même pas des animaux qui sont faits pour vivre sur la terre. Et dès qu'elle repart dans l'eau, après, ben, elle trace en direct vers le récif. Et ces femelles, elles n'ont pas besoin de passer, elles vont passer par-dessus le récif, elles passent partout en fait, hein, c'est des vrais bulldozers. Ça, c'est pour vous montrer une trace. Donc, l'idée aussi de ma présentation, c'est de vous expliquer un peu ce cycle de vie, mais de vous sensibiliser, puisque j'imagine que la plupart vous vivez à Moorea.
Parce que si vous voyez ça, c'est une trace de tortue. Alors parfois quand on sait pas, on se dit ah, c'est un tractopelle, c'est un camion, on dirait des roues, tout ça. Mais quand on regarde bien, c'est super intéressant. Donc je crois que j'ai une diapo qui vous montre. En fonction de la position de ces nageoires, vous avez vu comment elles montent ou comment elles descendent. Les tortues vertes, elles montent de manière symétrique, c'est-à-dire qu'elles vont se hisser à la force de leur nageoire antérieure en posant les deux nageoires en même temps et elles se hissent le ventre, le plastron sur le sable. Et donc, quand on se met au-dessus de la trace, c'est parallèle. Maintenant, très important, une tortue imbriquée, c'est super facile. Donc, si un jour vous envoyez une, il suffit de vous mettre vraiment à l'aplomb. La tortue imbriquée, elle fait un coup à droite, un coup à gauche. Et donc, les traces, elles sont alternées, intercalées. Et là, au milieu, on voit une trace assez importante. Et en fait, c'est assez intéressant quand vous imaginez son ventre qui est bien lisse et bien bombé, parce que la femelle, elles sont assez grosses en général. On a une trace comme ça au milieu. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Alors avant c'était un indice, on a un peu arrêté cet indice, mais c'est intéressant. Vous imaginez, elle est passée, elle avait ces traces-là, c'est les nageoires, ok ? Là et là, c'est les nageoires. Mais ça, c'est quoi ? Ben voilà, c'est la queue, parce que le ventre a tout mis à plat, et la queue, après, elle fait une trace. Sauf qu'on pensait avant pouvoir se passer d'indices, mais quand on voit une trace comme ça, en plein milieu, bien marquée, c'est que la queue, elle est bien posée, mais parfois la trace, elle est large, et c'est le cloaque qui a été dilaté, parce qu'elle a pondu, qui fait une trace plus large. Et je vous en parlerai après, mais une fois sur deux, la femelle, elle monte, mais elle ne pond pas. Et donc, son cloaque n'a pas été dilaté, et donc, ce n'est pas exactement la même trace. Donc, on pensait avec juste l'observation qu'on allait pouvoir dire, elle a pondu, pas pondu, mais on se trompe quand même. Ce n'est pas assez évident. Voilà, et donc là, voilà les zones où elles viennent pondre. Alors ça, c'était Tiaroua, mais il y a d'autres endroits, c'est super fascinant. Là, ici, typiquement, c'est tout bas, hop, il suffit de venir pondre là. Là, c'est un peu compliqué, mais bon, tu peux y arriver. Et donc, les tortues, elles pondent jamais sur le sable. Elles pondent toujours à la limite de la végétation ou à l'intérieur. Et puis, parfois, elles vont décider de venir là. Alors là, c'est super compliqué. On en voit qui montent et qui saignent, qui se font saigner le plastron. Par contre, ici, il y a toujours du sable sur les buissons. Elles arrivent à creuser là. Donc, vous imaginez que pour elles, c'est pas facile. Et pour les émergentes, quand elles vont naître là. Et très souvent, on est obligé d'en sauver parce qu'elles sont bloquées dans ces trous. Et là, c'était l'exemple d'une femelle qui était complètement bloquée, qu'on a dû physiquement porter parce qu'elle était épuisée, elle n'arrivait pas à repartir. Donc globalement, la saison de ponte, donc, elle commence là en octobre, globalement, c'est là où on commence à s'activer pour rechercher. Mais le pic de ponte, il est vraiment novembre, décembre et janvier tous les ans, avec des fluctuations annuelles, alors qui dépendent peut-être des changements climatiques, des courants, de la zone d'alimentation, de la disponibilité en nourriture. Comme vous pouvez voir, en fonction des saisons, il y a des saisons plus ou moins longues, mais vraiment pour nous, le pic, c'est ces 3 mois-là. Et c'est là où on a à la fois des pontes et des éclosions, donc c'est le plus intéressant pour nous d'être sur le terrain. Alors les femelles, quand on a commencé notre programme avec la direction de l'environnement, c'était très compliqué parce qu'on ne connaissait rien. Et en fait, on se rend compte que déjà, on ne sait pas combien de fois la même femelle vient pondre sur une plage. Donc si on ne la voit pas et qu'on ne fait que compter les traces de jour, par exemple, on a 500 traces, mais on ne sait pas si ces 500 traces, elles ont été faites par 50 femelles qui sont venues 10 fois. On n'a aucune idée. Et donc, il a fallu qu'on mette en place un programme pour observer ces femelles. Sachant que les femelles pondent que la nuit, il faut qu'on fasse des rondes de nuit. Et donc, ce n'est pas tout simple parce qu'il n'y a pas d'installation, donc on fait des campings, enfin on se débrouille sur place. Mais l'idée, c'est de les identifier. Et les identifier, ce n'est pas très facile parce que c'est la nuit et on essaie de faire attention par rapport aux lumières. Donc il y a différents procédés, je vais vous en montrer après. Mais ça, c'était, parfois on a l'opportunité de les voir de jour et donc on essaie de regarder. Parfois elles ont des marques distinctives particulières, des déformations de la carapace, des choses comme ça. Et donc là-bas, on continue à poser des bagues. Ce sont des bagues en métal, un peu comme des boucles d'oreilles, hein. On fait un petit trou avec une pince, comme voilà. Je ne dis pas que ça fait pas mal, mais bon, c'est très rapide, on désinfecte la zone, on pose la bague. À l'arrière de la bague, il y a toutes les informations qui renvoient à la direction de l'environnement de la Polynésie française. Mais il faut qu'une personne voit vraiment la tortue de près pour lire le numéro de la bague et voir qu'elle est de Polynésie, etc. Mais nous, ça nous permet, entre 2 pontes, de savoir que c'est la même femelle. Donc on est la nuit, il pleut, il y a des moustiques, on a chaud, enfin c'est pas toujours super fun. Et puis on voit une grosse tortue et on se dit celle-là, est-ce qu'on la connaît ou pas? Mais si on ne l'avait pas baguée, on ne peut pas la reconnaître comme ça. Donc là, on regarde la bague qui a peut-être que 15 jours ou que peut-être 1 mois, mais on peut savoir que c'est la même qu'on a vue à tel endroit, à telle heure, etc. Et l'autre possibilité, c'est ça, c'est la photo-identification, vous connaissez peut-être. Donc là, c'est un super système puisqu'il suffit de prendre en photo le profil de la tête et avec un code numérique, vous voyez, qui dépend un petit peu du nombre d'écailles par rangée, du nombre de bords d'écailles par écaille, etc. On a un code numérique, sauf que nous, c'est la nuit. Il faut mettre le flash, c'est pas facile. Souvent, la tortue, elle pond, elle rentre un peu le cou, donc on ne voit pas l'arrière de la tête. Elle a du sable partout.
Et puis en pleine nuit, 15 jours après, on revoit la même et on ne peut pas sortir de notre ordinateur en disant on va comparer si c'est la même et tout ça. Donc finalement, on le fait quand même, mais le plus important pour nous, c'est cette pose de bague. Par contre, c'est ce que l'on fait maintenant au centre de soins, on ne pose plus de bague, on fait cette photo-identification qui est quand même super intéressante. Et on aimerait pouvoir développer en partenariat avec la direction de l'environnement un projet de photo-identification à l'échelle de la Polynésie, mais c'est eux qui vont le mettre en place, enfin on espère. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on prend des mesures. Donc on va mesurer la longueur et la largeur de la femelle, donc la longueur courbe avec un mètre de couturière tout simple, sa largeur. On va prendre un petit bout de peau pour faire des analyses génétiques que le CRIOB mène d'ailleurs avec une doctorante à l'heure actuelle, pour comprendre un peu les liens de parenté entre les différentes tortues et aussi savoir quelle est la structure génétique de ces tortues qui viennent en Polynésie par rapport à la structure génétique des tortues du Pacifique Sud, donc c'est très important. Voilà, on fait que ça, donc on les embête un petit peu, on le fait en général avant la fin de la pente, au moment où elles sont sur la redescente, donc on y arrive. Et on a eu la possibilité, il y a quelques temps, de faire des suivis satellitaires. Alors on pose une petite balise satellite sur le dos de la tortue avec de la résine et du tissu, ça sèche assez vite. On relâche la tortue et sur les 7 tortues qu'on a balisées, elles ont toutes fait une trajectoire quasi en ligne droite jusqu'à Fidji, ou dans la zone de Fidji. Elle le faisait entre 2 et 3 mois à peu près. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ces femelles adultes, elles sont venues là pour pondre, mais leur lieu de résidence et on va dire leur zone d'habitat, c'est vraiment à l'ouest de la Polynésie. D'où l'intérêt pour nous de mettre en place des programmes de conservation avec les pays voisins. Sans rentrer dans les détails, mais globalement, depuis 2017, on a observé plus de 800 fois une tortue, parfois c'était la même. On en a identifié 200 sur ces 800, puisque certaines reviennent plusieurs fois dans la même saison. En moyenne, chaque tortue pond 6 fois par saison, c'est énorme par rapport à d'autres endroits sur la planète où il y a des études, c'est beaucoup plus, parfois c'est que 3. On a même un record de 10 fois, la femelle est montée 11 fois mais elle a pondu 10 fois, donc ça c'est énorme sur une même saison. L'intervalle de ponte entre la première ponte, la deuxième, la troisième, c'est très régulier, c'est entre 12 et 13 jours, mais vraiment. C'est-à-dire que si on sait que la tortue elle a pondu sur tel motu, on va camper le 12e, 13e ou 14e jour, en général on la voit. Sauf si elle a décidé d'aller sur un autre motu parce que ça arrive et là on a campé pour rien. Mais c'est assez régulier. Tout ça pour dire que moi au début quand j'ai commencé à travailler, il y a plein de gens qui savaient parce qu'en fait finalement en Polynésie française il y a quand même encore malheureusement beaucoup de braconniers et les gens ils savent, ils repèrent les traces, ils savent tout beaucoup mieux que nous. Et pour avoir une idée de la taille de la maturité, la plus petite femelle qui est venue pondre, elle faisait que 83 cm, c'est pas énorme. Et la plus grosse 118. Donc on est plutôt dans les tailles moyennes, on n'a pas des tortues qui font 1,50 m ici, bien que certaines nous donnent l'impression d'être assez vieilles avec des carapaces plutôt marquées et abîmées. Voilà notre synthèse sur nos événements de ponte. Donc là j'ai remis tout l'atoll de Tchatchoua, vous voyez qu'il y a des zones de grande densité de ponte. Donc on a 3 motus en priorité, le motu de Tiaronu, Oratera et Onetai. Donc c'est 8 motus sur 12 où les tortues viennent pondre. Au total, ça fait 10 km de linéaire de plage. Ce n'est pas énorme, mais ça devient quand même un site intéressant en termes d'études, puisque sur ces 10 km, c'est là que se concentre la majorité des pontes. Bon, globalement, ça c'est un peu un clin d'œil à nos bénévoles, parce qu'on fait ça grâce à une super équipe qui est là-bas et qui fait toutes les nuits en camping, etc. Depuis 14 ans maintenant, ils ont parcouru 20 000 km à pied, donc c'est pas rien. Tout compris, hein, voilà. On a inventorié 5000 traces, donc ça c'est vraiment inventorié avec des tableaux, des statistiques et on fait nos rapports scientifiques qui correspondent à peu près à la moitié, donc à 2500 nids, puisqu'une fois sur deux elle monte et elle redescend, elle n'a pas pondu. Donc ça c'est normal, on ne sait pas si elle s'entraîne, si le site ne lui plaît pas, elle n'est pas dérangée, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bruit, elle monte, elle repart. Et alors quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de caractériser nos saisons. On a des saisons basses, moyennes et hautes. Donc une saison basse, ça nous est arrivé dans les 14 ans d'études, on n'a vu que 60 montées. C'est vraiment pas beaucoup. Sur tout l'atoll, on n'a vu que 60 traces. La saison la plus haute, c'était 2017-2018, on en a eu plus de 1300. Donc c'est énorme. Et l'intervalle d'interpont, enfin l'intervalle interannuel, on pense qu'il était de 3 ans. C'est-à-dire qu'on a une saison basse, puis moyenne, puis haute. Et on était quasi presque sûr de l'avoir prouvé, puis là tout change. Donc en fait l'an dernier on a eu une saison basse, on pensait qu'elle serait plutôt haute, et là cette année on s'attendait plutôt à une saison haute et elle ne démarre pas, donc on ne sait pas. Donc tout ça, c'est pas pour prouver qu'il y a des modifications du climat, etc., parce qu'il faut vraiment faire des études sur du long terme, mais c'est quand même pas forcément facile d'avoir cet intervalle de ponte, sachant qu'il est difficile pour nous de re-identifier les mêmes femelles. Et ça c'est un peu un casse-tête, parce que si elles viennent pondre tous les 3-4 ans, on est depuis 14 ans, on aurait dû en voir beaucoup.
Voilà, donc ça c'est ce que je vous expliquais, qui malheureusement arrive sur nos femelles. Donc les menaces sur ces femelles, parfois on voit des femelles qui ont été fléchées, qui ont des impacts de flèches, qui sont bloquées. Si on n'est pas là, il y a certaines femelles qu'on a sauvées, elles seraient mortes je pense. Si la marée est vraiment très basse pendant plusieurs jours, elles n'ont plus la force, elles n'arrivent pas à monter, ça dépend des endroits. Puis je vais en parler un peu vite fait après, le réchauffement climatique fait que parfois on a des murs. Alors celui-là est peut-être encore correct, mais il y a des endroits où ils ne peuvent plus du tout monter. Donc une tortue, elle a deux choix. Si elle arrive dans un endroit, parce que c'est là où elle est née, c'est là où elle a pondu, c'est son spot. Si elle ne peut plus, parce qu'il y a un muret, parce qu'il y a des chiens, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a du bruit, elle a deux options. Elle retourne en mer, dans tous les cas, et elle essaie de revenir. Elle essaie de revenir à côté. Si à côté c'est propice, elle va pondre. Si elle ne peut pas, au pire, elle va lâcher ses œufs dans la mer et rien ne se développe et il n'y a pas de bébé tortue. Donc ça, c'est les menaces sur les femelles. Ensuite, l'éclosion, c'est à peu près 2 mois plus tard. Donc ça va dépendre de la température et de la profondeur, mais 2 mois à peu près, 64 jours. Et voilà une éclosion que l'on a filmée de nuit avec des caméras infrarouges. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Pour vous montrer comment ça se passe, et ça se passe en général très très vite. Vous voyez, elles sortent d'un trou qui est difficile à imaginer quand on ne sait pas que le nid était là. Et elles vont toutes se diriger vers le point le plus bas, donc en pente, et le point le plus lumineux, qui en général est le reflet de la lune sur le lagon. Et ensuite, elles regagnent le lagon. Regardez, là, elles y vont vraiment à fond, elles sont déterminées, elles vont tout droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont tout droit jusqu'au récif. Et quand elles arrivent au récif, pendant 15 jours, 3 semaines, tout ce qu'elles font, c'est s'éloigner de l'île. Elles sont programmées comme un jouet, on va dire, on les a remontées à fond. Elles vont tout droit et elles s'éloignent des îles. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le moins de prédateurs. Dans les lagons, il y en a énormément, vous allez voir après. Sur la pente externe aussi. Puis plus on est au large, il y a un peu moins de densité de prédateurs. Et ça, c'est un peu la même chose qu'on a réussi à filmer en drone cette année. Vous voyez tous les petits points, bon je ne vous les pointe pas, mais il y en a partout. C'est toutes les petites tortues qui s'échappent. Et là, c'est sur un fond sableux, donc on les voit bien, mais vous allez voir parfois il y a du corail. Et puis malheureusement, il y a énormément de prédation que l'on voit. Voilà, donc ça, c'est les petites qui ont de la chance, qu'on arrive à suivre quand elles vont bien. Ça, c'est à quoi ressemble la nid quand il a éclos. C'est ce qu'on appelle une cuvette d'émergence. Ça, c'est juste le trou, la dépression qui a été créée quand les petites ont cassé leur coquille avec un petit système qui pousse sur leur nez qu'on appelle le diamant. Elles tapent à l'intérieur, elles fendillent leur œuf, elles sortent et donc ça crée une dépression puisqu'il y avait de l'air et on voit ça. Donc nous, quand on voit ça, on est sûr que les petites sont nées et 3 jours après, on va creuser pour voir ce qu'on trouve dans un but scientifique. Et donc, on va compter à la fois les coquilles vides. Donc ça, c'est des petites qui sont nées vivantes en forme. Maintenant, une fois qu'elles sont arrivées au niveau du sable, elles sont peut-être déjà mortes par les prédateurs, mais au moins elles sont sorties. Donc ça, c'est un taux de succès d'éclosion à 100%. Parfois, on a des œufs qui n'ont pas été fécondés, puis parfois, on a des choses pas jolies à l'intérieur. Mais ça, c'est la nature, hein, il y en a un peu partout. Donc, en moyenne, sur nos 14 ans, on a constaté qu'il y a eu plus de 200 000 émergentes sur l'atoll de Tetiaroa. C'est quand même énorme comme chiffre, donc ça nous encourage à continuer. On a une moyenne de 86 œufs pondus par nid, ce qui est une moyenne assez importante au niveau international, et surtout un taux de succès d'éclosion très important, à 91%. Voilà, la durée d'incubation, j'en ai parlé. J'en reparlerai après. À cause des prédateurs, finalement, il y a beaucoup de petites, mais il y en a très peu qui arrivent à survivre. Alors, voilà ce qu'on trouve parfois. Donc ça, on ne peut pas l'expliquer, c'est ce que l'on va voir quand on va creuser les nids. Il y a très peu d'endroits au monde où ils creusent les nids, parce qu'au final, les gens, ils ne sont pas sur site, et puis on ne peut pas les voir si on ne va pas creuser. Donc, il y a des petites, par exemple, qui vont être albinos. Parfois, elles sont vivantes. Malheureusement, elles ne vivent pas longtemps. Alors déjà, dans la nature, elles vont être des proies beaucoup plus faciles par rapport aux prédateurs parce qu'elles sont blanches, elles sont faciles à voir. Mais souvent, elles ont des problèmes génétiques. Elles ont des aberrations d'écaillure, c'est-à-dire trop d'écailles, enfin plus d'écailles que la moyenne, des choses comme ça. Et elles ont souvent des problèmes génétiques. On a trouvé des jumelles, alors ou des jumeaux, c'est très rare. En général, c'était très, très impressionnant de voir à quel point elles se sont développées avant de mourir. Donc tout ça, c'est que des animaux qu'on a trouvés morts, hein, bien sûr. Mais elles se sont développées dans un seul œuf. Ça, c'est des cas un peu particuliers. Des tortues à 2 têtes, on en a eu quelques-unes, pas qu'une. Hein. Après, des tortues qui sont déformées, qui n'ont que des petits morceaux de nageoire. Donc on se dit que dans la nature, de toute façon, elles ne pourront pas s'en sortir. Une tortue là qui avait qu'un seul œil, complètement déformée. Et une tortue intéressante, je crois que j'ai une photo, je ne sais pas si c'est d'après, où on voit à quoi ressemble une tortue. Voilà. Regardez cette tortue-là. En fait, dans l'œuf, elle fait le dos rond. Et elle s'est mal incurvée dès le départ, donc l'embryogenèse s'est mal passée et elle est carrément en U, quoi. Elle est tournée dans le mauvais sens, alors qu'une vraie tortue dans l'œuf, elle est comme ça. Alors là, malheureusement, elle était morte, mais vous pouvez voir la limite de la coquille ici qui est toute souple. Son vitellus, donc son jaune d'œuf qui la nourrit, je vais en parler après. Son œil, là, sa grande nageoire antérieure ici, avec on voit la petite griffe, la nageoire postérieure. Voilà.
Et ici, vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre ça? Normalement, c'est comme un œuf de poule, c'est-à-dire ça, normalement, ça doit être du jaune d'œuf liquide. Et ça lui permet de grandir, c'est ça qui la nourrit. Et là, on voit qu'il est un peu solide. Et on n'a pas encore prouvé, mais on pense que c'est quand même lié à la température d'incubation qui augmente. Et puis parfois, on a ça. Alors, on creuse et on trouve des petites comme ça qui sont entre la vie et la mort. Alors, malheureusement, c'est pas rigolo, mais ces petites, on essaie de les sauver, on les ramène au centre de soins de Mouret, on en sauve quelques-unes, à peu près 50%, pas toutes, hein, parce qu'elles sont vraiment dans un sale état. Et voilà ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on y va. Alors, nous, on sait qu'il y a eu une ponte ici parce qu'on l'a vu. Jamais on n'aurait imaginé qu'une tortue viendrait pondre dans ce tas de cailloux. Et ça, pour ça, là, c'était sur le Motu du Nord, là, il a fallu qu'elle passe sur un platier, sur un papa, mais qui était énorme. Et donc, on pense que l'éclosion a eu lieu, on voit une petite dépression, on se dit voilà. Et là, vous voyez, il y en a une ici, et il y en a une autre sur le côté, je crois. Là, en général, il y a plein de sampliers, il y a plein de trucs, enfin bon, voilà. Et donc, elles sont quand même vivantes, mais elles sont bloquées depuis longtemps. Donc, elles sont déshydratées, elles n'ont plus de force. Elles ont en général une nageoire comme ça, une autre comme ça. Enfin, c'est très compliqué. Mais parfois, il y en a. Vous voyez, il y a un petit crabe là sur le côté ici, qui est là. Et parfois, on arrive à les sortir. Et finalement, en les débloquant, vous voyez, elle est tordue ici. Enfin bon. Mais en quelques heures, elles vont mieux. Elles se déploient un petit peu. Elles ont de l'énergie. Du coup, on les laisse repartir. Et celles qui vont vraiment pas, on les ramène. Vous voyez, il y en a une autre ici là qui essaie de sortir. Bon, elles ont mal commencé dans la vie, donc quand on peut leur donner un petit coup de pouce, on le fait. Mais malheureusement, on ne le sait pas, mais il y en a énormément qui meurent comme ça. Voilà, alors ça, c'était pas beau, mais je voulais quand même vous montrer des fois, quand on essaie de sauver ces tortues, on trouve des choses un peu aberrantes. Et là, on ne peut rien faire, hein, cette tortue, elle est morte. Mais c'est des tortues qui sont impactées, alors sans doute par des problèmes, soit de développement au niveau de l'embryogenèse, soit, voilà, cette tortue, elle était incapable de nager. Donc c'est des animaux qu'on ne peut pas sauver, mais malheureusement, il y en a quand même beaucoup. Voilà, j'avais mis ça parce qu'une belle tortue rentre, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Et puis là, on va parler des prédateurs. Donc les prédateurs, c'est important parce qu'on peut avoir un rôle. On peut essayer d'éviter la prédation. Alors, on fait ce qu'on peut pour sauver les tortues marines. C'est sûr que ça ne va pas tout changer, mais si on peut avoir un impact important au niveau de ce nombre de 200 000 émergentes, ça peut toujours faire la différence. Donc la prédation, les crabes, c'est pas tellement connu, mais par exemple la tétiaroie, il y en a énormément. La plupart des tortues qu'on voit qui sont éventrées, on sait que c'est les crabes. Et également les bernards l'ermite. Ils vont venir, ça va faire des piles de bernards l'ermite et ils passent leur temps à venir manger. Alors on est surpris, parfois on pense qu'ils mangent que les tortues qui sont déjà mortes, mais en fait ils arrivent à aller assez vite et à attraper les tortues qui sont assez faibles. Parfois quand elles sont bloquées dans les nids, comme je vous ai montré tout à l'heure, elles peuvent être prédatées par les fourmis et les fourmis elles leur mangent les yeux. Donc on a des tortues vivantes qui n'ont plus d'yeux. Et elle là, on l'avait essayé de la sauver, là, on l'avait amenée au centre de soins, bon, elle n'a pas survécu longtemps. Et les rats. Alors les rats, on sait qu'il y en a à Tétiarois, il y a un problème de dératisation qui n'est pas fini, mais les rats, c'est vraiment des prédateurs importants. Et on va le voir sur cette vidéo, il va la chercher dans le trou. Regardez, hop, il met la tête, vous voyez les autres qui bougent dans le trou? Une, et on se dit qu'il y va, il égorge, il mange ce qui est mou à l'intérieur, puis il va en chercher une autre. Et donc on pense que la prédation par les rats, elle est énorme. Et ça, c'est une autre vidéo où on voit, après l'émergente, j'ai appuyé peut-être, le rat, vous voyez, il y va, on voit bien son œil. Et là, il a le choix, il y en a plein, il en prend une, deux, trois. Et donc, on pense même que le régime alimentaire des rats change pendant la saison, où ils vont se rapprocher plus des côtes et ils vont peut-être manger que des tortues, parce que finalement, c'est assez facile pour eux. Prédation par les poulpes, c'est quelque chose qu'on a découvert cette année, on ne savait pas, on s'en doutait, mais on a pu le filmer grâce à un collègue qui avait un drone. Donc, vous voyez ici, il y a une bébé tortue, là, il y a un poulpe. Et si on arrive à bien voir la vidéo, vous allez voir, alors, il faut regarder en bas à gauche, le poulpe, il est en bas à gauche de l'écran. Je vais essayer de le pister. Donc là, vous avez la tortue. Voilà, le poulpe, il est là. Et regardez, il va aller très vite. Et on a des vidéos, il en prend 2 ou 3. Voilà, il n'y a plus de tortues. Ça va carrément vite. Et ça, c'est dans les lagons. Et donc, on pense qu'il y a énormément de prédation. Il n'y en a pas énormément qui arrivent à passer par-dessus le récif, malheureusement. Et après, bon, il y a les poissons, requins, carangues, etc. Ça, c'est plus connu. Sur la vidéo d'après, je crois que j'ai un requin. C'est intéressant de pouvoir le documenter parce qu'on sait que ça existe. Par contre, on aura difficilement des chiffres pour savoir combien arrive à passer. Alors là, le requin, il est là, il a le choix entre deux. Je crois qu'il en a une vers la droite qui est là et il en a une qui est là. Elle, il oublie et elle. Alors, elle, voilà. Et alors, elle qui est là, regardez, elle est toujours par là, là en bas. C'est elle, je crois, voilà. Elle est toujours là. Et bien au final, elle va continuer sa route, le requin aussi, et à aucun moment on va se recroiser, donc peut-être qu'il n'est pas si fin que ça parce qu'il aurait pu l'attraper, et elle a réussi à s'en sortir. Voilà, donc ça c'était en gros sur l'aspect biologie, etc. Après, il y a un gros point qui est très important, c'est que tout ce qu'on peut faire pour les aider, ces tortues, on va essayer de le faire en les étudiant les menaces,
mais il y a des grosses menaces qui pèsent sur elles par rapport à leur habitat et notamment leurs lieux de ponte. Les lieux de ponte étant les plages, comme vous savez, avec le réchauffement climatique, les modifications, l'érosion, la montée des eaux, ces plages elles ont tendance à disparaître. Alors on l'étudie à Tetiaroa, qui est un atoll qui n'a pas énormément de pression anthropique, mais par exemple à Moorea, il y en a aussi de plus en plus. Et on se rend compte que peut-être dans pas longtemps, la menace principale, ça peut être ces modifications du climat. Alors à deux niveaux, il va y avoir la perte du lieu de ponte, donc ces plages, et puis surtout il va y avoir l'influence de la température. Donc en fait, comme vous savez, on est plutôt dans une phase de réchauffement, et les plages se réchauffent, et si la température moyenne du lieu de présence du nid, donc de l'incubation, augmente, il va y avoir deux facteurs. Le premier, c'est que si ça augmente vraiment très très vite, il va y avoir une température létale et en fait rien ne va se développer parce que on va dire en résumé, le jaune d'œuf est devenu comme un œuf dur en fait, et les petites elles meurent. Et puis aussi, surtout ce qui est important à savoir, c'est que ces reptiles, la plupart des reptiles, le sexe est déterminé par la température moyenne d'incubation pendant le milieu central de l'incubation, ce n'est pas au moment de la fécondation. Donc si vous prenez un nid et que vous le mettez dans une température plutôt fraîche, donc inférieure à la température pivot, je vais vous en parler après, ça va produire que des mâles. Et si la température augmente, ça produit que des femelles. Et donc il y a des plages, par exemple en Australie, où les scientifiques ont prouvé qu'ils étaient à 99,5% de femelles à l'heure actuelle, à cause du réchauffement du nid. Et donc ça c'est vraiment dramatique. Cette température pivot, on l'estime à 28,5 degrés. Donc nous on met des petits thermomètres et on regarde ça. Et puis ça peut nous justifier parfois que cette petite élément de ça, vous voyez, parfois on trouve des œufs et on pense que c'est ça, mais on ne l'a pas encore prouvé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse plus d'études. Pour ça, on met des petits thermomètres dans les nids, comme vous voyez ici, donc on va les mettre directement au milieu de la cuvette, comme là-haut. Et surtout, quand on voit qu'ils sont directement menacés par la montée des eaux, on a l'autorisation de la direction de l'environnement que l'on contacte pour les déplacer. Donc si on voit que le nid va être inondé parce qu'on sait qu'il y a une forte houle et qu'il est dans une zone menacée, on va le déplacer avec un protocole très particulier, mais le taux de survie est très bon quand on le fait. Voilà. Et donc dans nos premières études, on a prouvé qu'à Tetiaroa, à l'heure actuelle, depuis 2017, on produirait entre 41 et 71% de mâles. Donc on est plutôt bien équilibré, mais il faut que ça dure. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'à Tetiaroa, elle pond toujours sous le couvert végétal, dans les buissons en fait, donc plutôt à l'ombre. Après, on a mis en place un marégraphe sur l'atoll pour essayer de suivre la modification du niveau de l'eau et notamment quand il y a des phases importantes d'immersion. C'est pas facile parce qu'on a des plages sur tout l'atoll, donc parfois il y a une houle de nord, une houle de sud, elles ne sont pas impactées de la même manière, mais on se rend compte parfois qu'il suffit d'une houle agrémentée de vent important et toute la zone va être inondée. Alors c'est pas pour autant que toutes les petites vont mourir, ça dépend de la durée de la période où la plage est inondée, parfois ça fait rien. Si c'est trop long, on pense que les œufs étant poreux, les petites vont mal se développer ou plus se développer. Et donc on a développé ce qu'on appelle une ligne rouge, on a du matériel GPS de précision et on se déplace sur les plages pour savoir où sont les zones à risque. Pour l'instant on ne fait rien, c'est qu'une étude, on ne déplace pas les nids, mais on essaie de savoir. Et avec un drone en 3D, avec un collègue hollandais qui est venu nous aider, on a essayé de cartographier certaines plages pour voir où on perdait de la substance. Donc tout ce qui est rouge, c'est qu'on a perdu du sable. Et tout ce qui est vert, c'est là où on a du sable qui s'est redéposé. Et ça, c'est ce qu'on appelle un banc de sable, en fait, c'est sous l'eau. Donc là, tout ça, les tortues pouvaient pondre avant, et là maintenant, c'est difficile parce qu'il y a une marche. Et on compare ça avec les lieux où il y a des nids de tortues. Par exemple, sur ce moto Onouia, on a des nids de tortues ici, et on voit que par endroits, on a une pente qui est trop importante pour que la tortue puisse continuer à venir pondre. Donc on l'observe, on ne va pas changer des choses, mais on est en train de voir que… Alors, à Tetiaroa, on a quand même de la chance parce qu'il y a beaucoup de plages et si ça ne va pas là, elles peuvent aller à côté. On en parlait tout à l'heure, par exemple, l'île comme Moorea, entre les murets, les remblais, la lumière, etc. Il n'y a plus beaucoup de zones, donc les quelques rares zones qui existent encore, il faut vraiment qu'on les protège, j'en parlerai à la fin. Ça, c'est pour vous montrer une évolution entre un an, le même site, vous avez les repères visuels là, de couleurs. On a ce tombant là, donc c'est vrai que c'est compliqué pour la femelle, peut-être qu'elle arriverait encore à monter un petit peu plus, elle n'y arrivera pas. Et puis après, il y a une perte de substance et on peut le voir ici, c'est vraiment impressionnant. C'est la même zone, alors c'est ailleurs, mais c'est la même zone. Vous voyez les deux triangles, vous voyez l'érosion qui a eu lieu. Donc là, il y a un muret, mais ce qu'on a vu là, c'est des coquilles d'œufs de la saison d'avant. Ça veut dire que la tortue avait pu pondre, mais là maintenant, c'est dans le tombant et c'est bien trop tard. Donc tout ce volume de sable a disparu. Il allait dans le lagon qui s'ensable un peu comme partout. Mais ça veut dire que les femelles, elles ont encore de la place. Mais si la zone était beaucoup plus petite, peut-être qu'à terme, elles n'arriveront plus à pondre ou elles vont détourner leur zone de ponte. On ne sait pas trop.
Voilà, donc en résumé, on a essayé de voir un petit peu le cycle de vie, donc qui n'est pas tout simple à comprendre, mais dans lequel il y a pas mal de niveaux où on peut essayer en tant qu'acteur de la conservation de les protéger ou de mettre en place des actions pour les protéger. Mais en résumé, si on veut être actif, il y a beaucoup de niveaux où on peut agir, donc pas que sur les tortues marines, mais notamment sur l'environnement. Et je n'ai pas parlé après de tous les impacts de la pollution, etc. J'ai vraiment parlé que de la reproduction. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y en a qu'une sur 1000 qui arrive à l'âge de se reproduire, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et qu'en Polynésie française, on a la chance d'avoir ces lieux de ponte de tortues vertes qu'il faut vraiment qu'on protège. Donc je vais vous en parler après pour Moorea. Là, je voudrais remercier un peu tous nos partenaires. Donc, on a fait tout le volet études des changements climatiques sur les sites de ponte grâce à la Fondation Albert II. Et puis après, on a des partenaires assez intéressants et réguliers qui nous aident pour ces programmes, pour ces financements. Et je voudrais finir par un petit mot sur Moorea. Donc sur l'île de Moorea, puisque j'imagine que vous habitez tous ici. Moi, ça fait presque 27 ans que j'habite ici. En 27 ans, de ce que j'ai pu apprendre, et je ne connais pas tout, il y en a peut-être d'autres, mais il y a 15 pontes avérées, et notamment 10 dans les 10 dernières années, dans les 15 dernières années. Et les autres, c'est plus des gens qui nous ont rapporté, mais qu'on n'a pas vu. Donc 10 en 15 ans, sauf qu'on en a eu 5 cette année, la saison dernière, sur l'île de Moorea. Donc on en a eu dans la zone de Témé, où il y a encore beaucoup d'habitations, mais il y a encore des lieux de ponte. Et puis on a eu sur les motus qu'on appelle du Clomet, Tiaoura et Fareone. Et donc je pense que c'est important d'essayer de faire passer ce message au niveau de la population des gens de Moorea. Déjà quand on voit des traces, c'est très important de les inventorier, de les prendre en photo et de nous les signaler, ou principalement à la direction de l'environnement après qui dépêchera une équipe. Et puis peut-être organiser des patrouilles sur des zones qui sont connues comme étant des zones de ponte pour ne pas les louper. Qu'est-ce qu'on fait si on les voit? On va valider si la tortue elle a pondu ou pas. Alors soit elle n'a pas pondu parce qu'elle n'était pas prête pour pondre comme à Tetiaro, elles ne sont pas dérangées, soit elle n'a pas pondu parce qu'il y a eu des chiens, il y a eu des lumières, elle a essayé, elle n'a pas pu, des fois elle passe sous les maisons, voilà. Et si jamais il y a une ponte, on l'a fait l'an dernier, on a eu les autorisations pour protéger le nid. Donc on fait des protections avec des grillages, ça protège des prédateurs, des chiens, ça permet de savoir où est le nid. Et quand les émergentes naissent, on avait trouvé des gens qui étaient bénévolement prêts à surveiller. Donc ils sont là, ils surveillent, et les petites, on vérifie qu'elles vont bien avant de les laisser repartir, bien sûr. Et si elles ont besoin de soins, c'était le cas pour une, on l'a gardée au centre de soins à Moorea. Voilà, donc je pense que sur Moorea, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi beaucoup de problèmes de lieux de ponte. Si jamais vous faites tout le tour de l'île de Moorea sur la plage, vous verrez, il y a des endroits, c'est sûr que les tortues ne pourront plus pondre. Donc les quelques 2-3 zones qui sont encore intéressantes, ça serait intéressant qu'on puisse mettre en place un programme avec la commune pour essayer de protéger ces tortues et qu'elles reviennent. Alors je pense que vous savez tous, en plongeant dans le lagon, qu'on en voit de plus en plus, on est super content, mais c'est plutôt des subadultes. Toutes celles-là, elles ne peuvent pas encore se reproduire. Par contre, on ne sait pas si toutes ces tortues qu'on voit, notamment vers l'ancienne Clemène, elles ne vont pas partir à un moment pour aller finir leur croissance vers Fidji, devenir des mâles et des adultes matures et revenir pondre ici ou pas. Ça, on ne le sait pas du tout. Et tout ça, ce sera que par les programmes génétiques qu'on pourra savoir où elles sont nées et après où elles vont se reproduire. Donc on travaille en collaboration avec des organismes de recherche du Pacifique, et le CRIOB s'occupe de la partie génétique pour un peu mieux comprendre tout ça. Voilà, je crois que j'ai parlé assez longtemps. Et les questions, avec grand plaisir.